Nicole Darmon est directrice de recherche à INRAE, à l'UMR Moïsa. Elle est experte en nutrition et santé publique, spécialiste des inégalités sociales en nutrition et de l'alimentation durable, et elle conduit des recherches en vue d'encourager l'accès à tous à une alimentation plus saine et plus durable. Donc, Nicole, on t'écoute pour à peu près 20-25 minutes, et après on a une petite séance de questions sur cette présentation. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Je vais donc partager mon écran tout de suite. Voilà. Et en plein écran. Oui, voilà. Alors, donc moi, je vais pas parler d'alimentation, hein, de diète, c'est-à-dire une combinaison d'aliments et pas les aliments individuels, mais évidemment, ce sont les aliments qui font les diètes, donc indirectement, je vais quand même parler des aliments et des familles d'aliments. Et j'ai choisi de vous présenter une approche plutôt méthodo, en vous listant les différents types d'approches qui sont mises en œuvre pour identifier des choix alimentaires plus durables, surtout dans le champ de la santé publique, de l'épidémiologie nutritionnelle et de la nutrition. Et donc, avec à chaque fois en soulignant les avantages et les limites de ces approches méthodo. Nous partons tous, enfin tous les gens qui s'intéressent à cette thématiques partent en général de la définition de l'alimentation durable de la FAO en 2010, dans laquelle on peut identifier 4 dimensions de cette alimentation durable: une dimension nutrition santé, nutritionnellement adéquate, saine et sûre; une dimension socioculturelle qui est un peu souvent oubliée, mais ça fait partie de sa définition d'être culturellement acceptable; une dimension économique, puisqu'il faut qu'elle soit à la fois économiquement rémunératrice pour le producteur, mais aussi abordable pour le consommateur; et bien sûr la dimension environnementale. Et on parlera d'alimentation durable quand ces 4 dimensions seront respectées, parce qu'on sait bien que si on agit que sur une ou deux des dimensions, on risque de déstabiliser les autres. Alors, les 4 méthodes, enfin, j'ai identifié 4 méthodes, grandes méthodes. Après, il peut y avoir des petites spécificités, mais il y a quand même 4 grandes méthodes pour étudier l'alimentation durable. La première, qui a longtemps prédominé et qui continue à être largement utilisée, alors pas tellement en France. Je vais surtout vous donner des exemples français, hein, de chacune de ces méthodes, en particulier des études qui sont issues de notre équipe. Et la première, c'est la définition a priori de diète théorique. Et ça ne se fait pas trop en France, mais ça a longtemps prédominé. Et un exemple emblématique, c'est le cas de l'étude Eat-Lancet, dont je dirais un mot. Donc, le principe, c'est de simuler le respect de guides alimentaires existants ou bien de faire des substitutions a priori d'aliments qu'on considère comme peu durables par d'autres aliments qu'on considère plus durables. La deuxième approche qui est arrivée un petit peu plus tard et qui relève beaucoup de l'épidémiologie nutritionnelle, c'est d'analyser la durabilité de diètes existantes. Donc, on va stratifier les diètes existantes dans une population selon des indicateurs de qualité nutritionnelle ou d'impact environnemental. La troisième approche, que j'appelle celle de la déviance positive, qui est déjà une approche multicritère, c'est d'identifier parmi des diètes existantes les plus durables d'entre elles en regardant au moins 1, 2 ou 3 critères de la durabilité et en voyant s'ils peuvent être combinés au sein de diètes existantes, donc telles que déclarées par des individus dans une enquête. Et la quatrième approche est une approche plus théorique. Elle consiste à concevoir des diètes théoriques plus durables. Je préfère dire plus durables que durables en réalité, mais cette fois-ci sans a priori. Et là, on se base sur de l'optimisation mathématique sous contrainte de durabilité, c'est-à-dire qui porte sur différentes dimensions et variables de la durabilité. C'est aussi une approche multicritère. Alors, en fait, pour la première approche, est-ce que vous voyez bien le haut de ma diapo? Parce que moi, je ne le vois pas trop. Mais sur la première approche, ok.
En France, on a mené, la première étude qu'on ait menée était relevée de cette approche-là, puisqu'on croyait fermement ce qu'on nous avait dit, c'est-à-dire que pour aller vers du plus durable, il fallait baisser la viande, augmenter les fruits et légumes. Et donc, on a fait cette simulation qui était donc un scénario assez classique de réduction de la viande, d'abord sans remplacement, et puis ensuite avec un remplacement isocalorique par plusieurs types de familles d'aliments. D'une part, les fruits et légumes, ou bien le lait, les produits laitiers, ou bien un mélange de différentes catégories d'aliments. En fait, on a vu qu'effectivement, quand on réduisait la viande, alors c'était toute la viande excepté la volaille, on arrivait à une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 12% sur les diètes par rapport aux diètes telles qu'elles étaient déclarées dans l'observé. Et puis, quand on réduisait de façon isocalorique, donc cette perte des calories due au fait qu'on avait baissé la viande par des fruits et légumes, eh ben, on a été surpris, en première instance, on était très surpris de voir qu'en fait, ça faisait monter les émissions de gaz à effet de serre de plus de 2,7%. En revanche, quand on substituait avec du lait des produits laitiers, ça baissait un petit peu, et quand on prenait un mélange de différentes catégories alimentaires, on baissait, mais pas autant que, évidemment, quand on enlève quelque chose, en particulier quand c'est de la viande. Et donc, cette augmentation, ça nous a tout de suite mis les pieds dans le plat, finalement, du fait que ce n'était pas si simple, ces questions-là. Et la raison de ça, c'est qu'en fait, il faut, pour remplacer les calories perdues, c'était viande et charcuterie, donc ça faisait beaucoup de calories, en fait, qui étaient perdues. Il fallait 133 kilocalories qui étaient perdues du fait de cette baisse de la viande. Et en fait, 133 kilocalories de fruits et légumes, c'est 426 grammes de fruits et légumes. Et donc, du fait même de la quantité importante qu'il fallait ajouter pour compenser ces calories, ça a expliqué cette augmentation des OGES. Donc, il y a un effet quantité qui nous a sauté aux yeux dès le début et qui est très, très important à comprendre. L'avantage de l'approche 1, on le voit tout de suite, c'est que c'est simple, c'est facile à communiquer. Et voilà, si vous baissez ça et que vous augmentez ça, vous allez gagner ça. Les limites, c'est qu'il n'y a aucune considération de l'acceptabilité culturelle, parce qu'évidemment, on ne sait pas du tout si les gens seraient prêts à remplacer leur viande par des fruits et légumes ou autre chose. Et puis, il n'y a aucune garantie d'amélioration de la durabilité. Et on le voit bien ici, quand on fait cette substitution, finalement, on allait à contre-courant de ce qu'on aurait voulu observer. Alors, le cas Eat-Lancet, c'est exactement, rentre dans cette catégorie de l'approche numéro 1, puisque en fait, les experts ont défini une diète saine a priori en se basant sur les connaissances sur les relations entre alimentation et santé. Ils ont par ailleurs calculé les limites planétaires en matière environnementale, et puis ils ont finalement généré des diètes en fonction d'une combinaison, 1, des changements alimentaires, 2, des modes de production, ou 3, réduction de gaspillage, donc étaient étudiés seuls ou en combinaison. Et la conclusion de l'article, c'est qu'il fallait combiner les 3 stratégies. Mais en fait, la communication essentielle de la commission Eat-Lancet, elle porte exclusivement sur les changements alimentaires, qui est un petit peu donc exagéré, puisque finalement, la conclusion de l'article, c'était qu'il fallait combiner les 3 stratégies. Et en plus, le problème, c'est qu'en fait, ils communiquent sur un régime de référence, mais en réalité, dans la publication, en fait, il s'agit d'un nombre assez important de régimes, puisque pour chaque groupe d'aliments, c'est une fourchette qui est recommandée, entre guillemets, et tous les produits animaux sont à 0, le bas de la fourchette est à 0. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent comme acceptable, voire désirable, une version qui pourrait être totalement végétalienne. Il pose quand même un problème, puisque par ailleurs, on sait qu'une diète végétalienne ne peut pas du tout couvrir les besoins, la totalité des besoins nutritionnels de l'espèce humaine. Donc, synthèse de l'approche 1, donc cette définition a priori de diète théorique. Comme j'avais dit un peu plus tôt, c'est simple et facile à communiquer, mais on n'a pas de garantie de l'amélioration des différentes dimensions de la durabilité. Par exemple, pour l'accessibilité financière aussi, il a été montré que la diète Eat-Lancet est pratiquement inabordable pour plus de la moitié de la population mondiale.
Alors, la deuxième approche, c'est regarder finalement, observer la relation entre les consommations alimentaires, la qualité nutritionnelle de l'alimentation et son impact carbone. Donc, observer les diètes existantes. Donc, en France, on avait fait ça donc, dès qu'on a eu la possibilité d'avoir accès à des données sur l'impact carbone, donc ça fait une dizaine d'années. Et on a tout de suite, ce qui nous a sauté aux yeux à nouveau, c'est la forte variabilité interindividuelle, avec cette anecdote qui était que les femmes impactaient moins que les hommes. Ça a fait bien rire les gens au début. Et puis, on a très vite compris que là encore, on avait une question de quantité et qu'un des déterminants majeurs de cette variabilité, c'était les quantités consommées, puisque finalement, vous voyez ici la corrélation entre quantité et impact carbone. Donc, chaque point est un individu dans l'enquête alimentaire cas des adultes. Et puis ici, une corrélation encore plus forte avec les apports énergétiques. Donc, cette forte corrélation, ça vous montre quand même l'impact de cette variable de quantité. Et il faut être transparent dans les études sur la teneur en énergie des régimes proposés ou bien ajuster sur la teneur en énergie quand on veut comparer deux régimes entre eux. Et malheureusement, ça n'est pas toujours fait. Donc, vous avez par exemple, il y a eu des études sur la diète méditerranéenne qui était proposée comme une solution extraordinairement durable. Et en fait, quand on allait regarder, oui, elle était durable, mais elle avait 400 kilocalories en moins et c'était même pas explicité. Alors, on a voulu voir dans ces diètes observées s'il y avait une corrélation entre l'impact carbone des diètes et leur qualité nutritionnelle. On a pris 3 indicateurs de qualité nutritionnelle, un indicateur positif qui reflète la richesse en nutriments essentiels, et puis 2 indicateurs négatifs, l'un qui reflète la richesse en nutriments dont il faut limiter la consommation dans une diète équilibrée, le sodium, les acides gras saturés et les sucres libres, et puis un autre qui est un indicateur simple mais très important, qui est la densité énergétique, c'est-à-dire la concentration des calories dans l'alimentation et les aliments que nous consommons, et plus c'est dense, moins c'est de bonne qualité nutritionnelle, et plus on a un risque de prendre du poids parce qu'on surconsomme des calories. Et en fait, à nouveau, on a été étonnés parce que ce qu'on a vu, c'est que dans les diètes telles qu'elles sont consommées, donc l'alimentation des Français telle qu'elle est consommée aujourd'hui, finalement, ceux qui ont la meilleure qualité nutritionnelle, avec les indicateurs que j'ai listés, étaient ceux qui avaient le plus fort impact carbone. Alors, les corrélations ne sont pas très fortes, hein, vous voyez, mais enfin, quand même, en épidémiologie, c'est des corrélations non négligeables. Après ajustement, pour l'âge, je sais que c'est les quantités de calories consommées. Donc, on était étonnés. Et à nouveau, on a compris que c'était quand même un effet quantité qui jouait là. Et le fait que les aliments qui ont une mauvaise qualité nutritionnelle ont en réalité un faible impact carbone en général. Donc, je mets ici meilleure qualité nutritionnelle associée à plus de gestes, mais ça veut dire aussi moins bonne qualité nutritionnelle associée à moins de gestes. Et ça, on va le voir ici. Quand on essaye d'expliquer la corrélation entre la consommation des différents groupes d'aliments et la teneur la charge en gaz à effet de serre de l'alimentation, en fait, on voit que plus on consomme des fruits et légumes, des produits laitiers, de la viande, des volailles et des œufs, du poisson et de la viande de ruminants, plus l'alimentation va avoir un impact carbone élevé. Et en revanche, plus on consomme de féculents, plus on consomme de produits sucrés, salés, plus on consomme de graisse, plus l'impact carbone sera faible. Donc, on a bien, finalement, ça explique pourquoi, dans l'alimentation globale, avoir une alimentation de faible impact carbone, c'est souvent associé à une faible qualité nutritionnelle parce que ça veut dire qu'on se nourrit avec beaucoup de féculents, de produits sucrés et de graisses. Je schématise. Hein.
mais ça marche dans ce sens-là. Et donc, ça explique ces relations, a priori, contre-intuitives par rapport à tout ce qu'on nous avait annoncé sur la simple compatibilité évidente entre santé de l'homme, santé de la planète, etc. Donc, pour l'approche 2, donc l'analyse de la durabilité des diètes existantes, l'avantage, c'est que, bien sûr, on a une meilleure considération de l'acceptabilité culturelle puisqu'on est sur des diètes existantes. Et puis, ça permet une meilleure compréhension des antagonismes entre les différentes dimensions de la durabilité. Là, vous l'avez vu, entre nutrition et impact carbone. Les limites, c'est que, en fait, l'amélioration d'une dimension de la durabilité ne garantit pas l'amélioration des autres, parce qu'on n'est pas dans une approche multicritère. Donc là, si on améliore la qualité nutritionnelle, ben, c'est pas, on l'a vu, nécessairement associé à une réduction de l'impact environnemental. Ça peut l'être, hein, puisque la corrélation n'est pas très forte, mais malgré tout, ça ne l'est pas en moyenne. Et l'amélioration de la durabilité, finalement, on voit bien qu'elle ne peut être garantie que par des approches unidimensionnelles. Donc, elle ne peut être garantie par des approches unidimensionnelles, donc elle doit faire appel à des approches pluridimensionnelles, multidimensionnelles. Alors, l'approche 3, c'est ce que j'avais appelé la déviance positive. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher des gens qui sont différents des autres, mais positivement différents relativement donc, à la durabilité. C'est une approche multicritère qui part de la population, enfin des diètes à nouveau telles que consommées dans la population. On regarde les déclarations des individus, donc on a une diète par individu, et on va aller chercher les individus dont l'alimentation va combiner au moins 2 ou 3 caractéristiques de la durabilité. Et là, on avait regardé des individus qui étaient à l'intersection entre 2 qualités liées à la durabilité, qui est d'avoir une qualité nutritionnelle supérieure à la médiane et un impact carbone inférieur à la médiane. À cette intersection, on aurait pu ne trouver personne, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, ces dimensions vont plutôt en sens non attendu, enfin non désiré, mais on a quand même trouvé 20% des personnes dans l'échantillon représentatif qui étaient à cette intersection. Donc, c'est un adulte sur 5 qui est déjà déviant positif, et leur impact carbone de leur alimentation était réduit de 20% par rapport à la moyenne de la population. Ce 20%, cette réduction de 20%, il y en avait la moitié qui était due à une consommation plus faible de calories, ce qui ne vous étonne pas, étant donné tout ce que j'ai dit précédemment sur l'effet quantité. Et l'autre moitié des 20% de réduction était due à un réajustement des types d'aliments consommés. Donc, vous voyez, chaque couleur est une catégorie d'aliments différente. Vous voyez que ces déviants positifs consomment de tout. Enfin, en tout cas, en moyenne, ils consomment de tout. On n'a pas des végétariens et encore moins des véganes, mais ils consomment des choses en quantité un peu différente, avec un ratio qui est plus en faveur d'une consommation végétale, mais il y a encore beaucoup de produits animaux. Enfin, oui, il y a du poisson, du porc, de la volaille, des œufs, de la viande de ruminants. Elle est baissée, mais elle n'est pas supprimée. Enfin, elle est consommée en plus faible quantité, mais elle n'est pas supprimée dans cette alimentation des personnes déviantes positives. Donc, en fait, ça nous permet de conclure qu'une alimentation plus durable, c'est possible dès aujourd'hui et qu'elle peut être diversifiée, enfin, elle doit être même diversifiée, frugale parce qu'il ne faut pas consommer trop, flexitarienne parce qu'il n'y a pas trop de viande. Et en fait, on a vu aussi qu'en moyenne, elle était moins chère. Alors, le coût, on ne regarde pas combien les gens dépensent, mais on estime le coût à partir du prix moyen des aliments en France. Donc là, je crois que je vais la passer. Juste, on a fait une étude en Europe en appliquant à peu près la même méthodologie. On arrive exactement aux mêmes conclusions avec une diète plus durable des déviants positifs qui contient toutes les catégories d'aliments. Et réduire la viande est un premier pas qu'il est possible de faire tout de suite puisqu'il y a déjà des gens qui le font. Alors, l'avantage de l'approche 3, c'est que l'acceptabilité culturelle, elle est bien assurée puisqu'on a des régimes existants. On a une amélioration simultanée de plusieurs dimensions aux critères de la durabilité. Donc, ça, c'est très intéressant par rapport à l'approche 2 où on se contentait d'observer et puis on avait
des incompatibilités qui se faisaient jour. Par contre, les limites de l'approche 3, c'est qu'en fait, si on se contente de regarder ce que font les gens aujourd'hui, eh bien, on va avoir une ampleur des améliorations qui va être assez faible. Là, vous avez vu, les déviants positifs, finalement, la réduction n'est que de 20%. C'est déjà pas mal, mais on pourrait se demander, est-ce que c'est possible d'aller plus loin et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Donc, c'est pour ça qu'une approche qui est de plus en plus utilisée, même très utilisée aujourd'hui, c'est l'approche de modélisation qui va concevoir des diètes plus durables de demain. Donc, ça c'est basé sur une optimisation mathématique sous contrainte de durabilité. Rapidement, on part d'une diète observée. Ici, les aliments, voilà, les couleurs, c'est les différents aliments consommés dans une diète observée. Ça peut être une diète populationnelle, ça peut être la diète d'un individu. À ça, on applique un modèle où on va laisser au modèle la possibilité de faire varier les quantités d'aliments qui sont consommés par la population ou l'individu, de façon à respecter un certain nombre de contraintes qu'on va lui imposer. Et souvent, on impose une contrainte d'isocalories, isoénergie. On impose une contrainte sur les recommandations nutritionnelles de façon à ce qu'elles soient toutes respectées. Il est possible, si on a les données, de demander à ce que le coût n'augmente pas. On va demander à réduire progressivement les impacts environnementaux et nous, on a fait ça avec l'impact carbone à plusieurs reprises, soit pour des diètes populationnelles, soit pour des diètes individuelles. Et c'est très important aussi d'introduire des contraintes qui vont garantir en quelque sorte le réalisme et l'acceptabilité pour éviter d'avoir des diètes modélisées complètement aberrantes et très, très, très éloignées de ce que les gens pourraient consommer. Et donc, on va minimiser l'écart avec la diète observée et la solution donc, va être celle qui permet, en s'écartant le moins possible, bon, ça peut être quand même des écarts importants, mais le modèle va chercher à s'écarter le moins possible de la diète observée pour respecter toutes ces contraintes liées à la durabilité. Alors, voilà un exemple d'un travail qu'on avait fait sur la population française. Ici, on part de la diète observée avec les quantités observées par jour. Ici, la quantité de fruits et légumes est très importante, en fait, hein, même si il faudrait en consommer plus, mais on en consomme déjà beaucoup par rapport aux autres groupes alimentaires. Ici, en jaune, les féculents. Et donc, ce qu'on voit quand on applique le modèle, avec d'abord pas de réduction de l'impact carbone, mais un respect des recommandations nutritionnelles. En fait, la façon la plus simple pour le modèle, sans bouger trop tout le reste, c'est d'augmenter les fruits et légumes. Ensuite, on va lui demander progressivement de réduire les gaz à effet de serre. Et puis, finalement, le plus simple pour lui, alors il y a plein de petits ajustements, enfin petits qui deviennent de plus en plus grands au sein des grands groupes, hein, mais là, je vous montre l'évolution des grands groupes alimentaires. Le plus évident pour lui, c'est de baisser la part des produits animaux, viande, poisson, œufs, en nutrition. On a souvent l'habitude de les regrouper ensemble. Bon, en fait, on voit c'est surtout la viande qui diminue, mais elle reste quand même, elle était partie à 140, 150, ici à 40% de réduction des gaz à effet de serre, la totalité de ces produits est à 100 grammes par jour. Et on voit que c'est possible d'aller plus loin. Le modèle peut théoriquement aller jusqu'à une réduction de 60% des gaz à effet de serre tout en respectant l'ensemble des contraintes qu'on lui a imposées. Mais vous voyez que là, ça commence à exploser dans tous les sens. Les féculents augmentent, la viande, il n'y en a presque plus. Et puis, au sein de ces grands groupes, il y a aussi des écarts très importants. Donc là, c'est probablement très difficilement acceptable. Voilà, je vois que le temps passe, je vais peut-être passer sur celle-là. Et donc, juste pour conclure, donc, je vous ai présenté les 4 approches qui sont principalement utilisées dans le domaine, dans le champ de la nutrition, de la santé publique, pour regarder ces diètes plus durables. La définition a priori de diète théorique, je dirais que c'est vraiment pour la communication avant tout, parce qu'il y a quand même pas mal de limites à cette façon de faire sur le plan scientifique. La deuxième approche, qui est juste de regarder les diètes existantes, c'est très important pour comprendre les antagonismes éventuels entre différentes variables, différentes dimensions.
La partie déviant positif est la seule approche à garantir l'acceptabilité, mais ça ne permet pas d'imaginer vraiment des changements, une transition plus importante. Et donc, la quatrième, la conception de diète théorique durable sans a priori, c'est la seule approche à garantir le respect simultané de nombreux critères de durabilité, mais il y a un risque, déjà il faut savoir le faire correctement pour ne pas arriver à des choses complètement aberrantes, et il y a quand même un risque de ne pas garantir justement cette acceptabilité. En tout cas, quelle que soit l'approche, on voit que toutes les études convergent pour dire que le message est de réduire le ratio animal-végétal, et quelle que soit l'approche, finalement, de nouveaux paramètres, mais surtout dans la dernière approche, de nouveaux paramètres peuvent être introduits lorsque les données sont accessibles, notamment en termes d'impact environnementaux, de contaminants, sur les prix, etc. Et voilà. Et donc, moi, en tant que nutritionniste, ce que je voudrais dire, ce que je dis souvent, c'est que finalement, nos leitmotifs à nous, en tant que nutritionnistes, qui sont équilibre, diversité et modération, ça reste tout à fait d'actualité. Et la question, ce n'est pas tant de savoir de combien réduire la consommation de viande ou de combien augmenter la consommation de produits végétaux. Bon, ça peut être bien pour les études scientifiques et pour donner un cap, mais dans la vraie vie, dans les jours le jour, finalement, il faut trouver des moyens de convaincre le plus grand nombre d'individus à faire un pas vers un meilleur équilibre et en partant chacun à partir de son propre point de départ. Voilà. J'ai terminé pour ma présentation et je serai ravie de répondre à des questions ou à des commentaires. Je vais arrêter mon écran. Merci Nicole pour cette superbe présentation qui montre bien que finalement les choses sont un peu plus compliquées que parfois on nous les présente et qui montre aussi beaucoup de pistes finalement. Il y a peut-être plusieurs voies d'évolution pour réduire l'impact environnemental tout en conciliant la qualité nutritionnelle. Alors je ne sais pas, pour le moment on n'a pas beaucoup on a juste une question mais qui est un peu ponctuelle je pense, qui concerne en fait une remarque. Je pense que c'est dans une des premières diapositives, la seule viande qui restait, c'était la volaille. Alors, la question est posée, pourquoi la volaille? Pourquoi pas le porc? Pourquoi pas... C'est très ponctuel. Volaille et porc se comportent à peu près de la même façon dans ces modèles. En fait, si je peux repartager peut-être rapidement une diapo. Finalement, on voit que tout ça est effectivement très drivé par un élément qui est finalement la hiérarchie des impacts carbone. Alors, quand on regarde l'impact carbone, mais l'impact carbone est quand même très relié avec beaucoup d'autres variables, la hiérarchie des impacts carbone des différentes catégories d'aliments. Et donc, vous voyez, porc et volaille, je les ai mis ensemble parce que les impacts sont très similaires si on se fie aux données Agribalise. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est quand on fait les différentes approches, c'est que même le modèle, il comprend très bien cette hiérarchie et il joue avec, il jongle avec, en allant vers plus de végétal, en shiftant au sein des produits animaux vers ceux qui ont moins d'impact, en particulier les productions animales, les produits laitiers et les œufs. Et puis, en termes de nutrition, il faut, vous l'avez déjà dit, il faut faire attention au fait que ceux qui ont le plus faible impact ne sont pas forcément les plus vertueux sur le plan nutritionnel, d'où l'importance des légumes secs et des céréales complètes. Donc, il y avait une deuxième question, je pense que tu as peut-être déjà répondu, c'est sur les tables utilisées pour réaliser les bilans de durabilité, les données finalement. Oui, alors pour beaucoup des études que j'ai présentées qui portaient sur l'étude 1.4.2, on avait, parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler cette question à l'INRA il y a une dizaine d'années, on n'avait rien. C'est quand même se dire qu'il y a 10 ans, on n'avait rien du tout. Alors, il n'y avait pas vraiment rien, mais il y avait des données sur des matières premières sorties de champ. Heureusement, on a réussi, grâce à des startups qui s'étaient intéressées à la question avant les institutionnels, à avoir d'abord une table pour 70 aliments, l'impact carbone de 70 aliments, donc c'est vraiment très peu, mais c'était des aliments incontournables. Et puis après, on en a eu 200, puis 400.
Et c'est sur ces travaux-là. Donc, c'était des données qui mixaient une approche d'analyse de cycle de vie et d'input-output. Et on avait fait une comparaison avec des données publiées dans la littérature et qui sont toujours très ponctuelles parce que c'est un type d'aliment, enfin un type de produit, un type de production, à un endroit, à un autre. Mais malgré tout, en compilant tout ça, nos données étaient conformes à ce qui était attendu, à part que quand même pendant plusieurs de longues années, on a travaillé avec une donnée d'impact environnemental, d'impact carbone de la viande bovine et des viandes de ruminants qui était plus faible que celle aujourd'hui qu'on lit dans Agribalis. Parce que voilà, les analyses qui avaient été faites à ce moment-là considéraient que ce n'était pas aussi important en France compte tenu des modes d'élevage, etc. Donc aujourd'hui, maintenant, on intègre les données Agribalis et ça change un petit peu la donne parce que finalement, ça pénalise plus encore la viande de Donc, on va revenir là-dessus dans les dernières présentations. Ces points ont été abordés dans le cadre de l'expérimentation, en particulier par Interbev. On va prendre deux autres questions. Il y a une question de Michel Duru, je pense, qui concerne finalement les critères qu'on pourrait intégrer pour l'optimisation des diètes. Pour le moment, c'est seulement l'impact carbone. Est-ce qu'on pourrait en prendre d'autres de l'ACP, voire d'autres par exemple, la façon de produire, herbe versus céréales, etc. Alors oui, il y a deux choses différentes. Donc, soit il y a la question de quels indicateurs et puis il y a la question de quels aliments. Donc, quels indicateurs, oui, quand on a les données, on peut prendre tout ce qu'on veut. Donc, dans les données précédentes à Agribalis qu'on avait utilisées, nous, on avait impact carbone, acidification, eutrophisation, mais comme elles étaient très, très corrélées, en fait, on parle surtout des résultats sur l'impact carbone parce que c'était les mêmes avec les deux autres variables. Maintenant, on a beaucoup plus d'accès à plus d'informations, mais avec, vous le savez mieux que moi, des degrés de robustesse très différents. Mais en tout cas, techniquement, c'est exactement la même chose, hein, de prendre un indicateur. Oui. Après, pour l'intégration des modes de production, ben, c'est pareil, en fait, ça dépend si on a les données ou pas, différenciées en fonction des modes de production. Et c'est tout à fait pareil. Et là, je signale un travail qu'on a fait récemment avec d'autres collègues de l'INRA et dans un financement par l'appel d'offres Interbev, où en plus, Joël Aubin a ajouté des données sur la biodiversité à partir le nom m'échappe, mais bon, une méthode assez reconnue pour la biodiversité. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit effectivement que dans des diètes où on cherche à réduire les protéines, et en particulier les protéines animales, ben, en fait, on dégrade la biodiversité. Donc, c'est assez explicite. Malheureusement, la biodiversité, aujourd'hui, ce n'est pas une variable disponible dans les données Agribalis. Je pense que dans la présentation Interbev, ils reviennent là-dessus un petit peu, avec l'approche de Joël Aubin, justement. Okay. Et enfin, la dernière question, peut-être qu'on reviendra dans la discussion générale. On a vu comment tout à l'heure l'expression de l'impact des différentes catégories d'aliments par kilocalories. Pour le moment, ce n'est pas l'option qui est prise dans l'affichage, c'est plutôt par pour 100 grammes. Donc, la question est posée, est-ce qu'on pourrait arriver un jour à une unité fonctionnelle, nutritionnelle finalement, puisque la fonction de la nutrition, c'est d'alimenter. Merci de me poser la question. Pas que je sois trop longue. Sinon, on pourra en revenir. Non, mais j'y crois absolument pas. Quoi. Parce que déjà, je ne crois pas qu'on puisse réduire la qualité nutritionnelle au niveau de l'aliment. Donc, encore moins en combinant avec l'impact environnemental. Mais c'est un long débat. Je dirais juste que pour donner une ligne directrice, c'est qu'il n'y a pas d'aliment idéal. Le seul aliment idéal, c'est pour le bébé, le lait maternel, et après, c'est fini. Il faut toujours une combinaison d'aliments. C'est pour ça qu'en nutrition, la vraie réflexion qui a du sens, c'est quand on se positionne au niveau de la diète.